Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle ta véritable nature. Ici, on va parler enfance, ambition, rêve, formation, objectifs, argent, des rêves d'enfants en passant par les obstacles, ces instants d'excitation ou encore d'épuisement, vos influences, les injonctions et ce moment divin où tout bascule. Certains parlent de déclic, souvent il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée, car oui, attention à vos rêves. Ils se matérialisent, gardez la foi, toujours, et osez devenir enfin celui dont vous rêvez. L'intention de ce podcast est de réveiller la force qui est en vous. Devenez l'artiste, le sportif, l'entrepreneur que vous rêvez d'incarner dans un monde où les directeurs de casting, les producteurs, les marques, le public découvrent de nouveaux talents. Chaque jour sur Instagram, TikTok ou YouTube, l'image digitale est devenue une véritable carte de visite. Le monde change et pour certains, cela devient vertigineux. Sur La Bascule, on reçoit les donneurs d'ordre incontournables en la matière pour savoir naviguer dans la matrix. Derrière les donneurs d'ordre incontournables encore, on se pose la question sur la visibilité. Comment passer de quelqu'un qui rêve d'être choisi à quelqu'un qu'on remarque, qu'on retient ou qu'on veut accompagner? Aujourd'hui, je reçois Lucas Malode, agent et producteur audiovisuel. Bonjour Lucas Malode. Bonjour, ça va Soledad? Ah bah ça va super bien parce que je te reçois à travers ML Productions. Lucas, tu accompagnes des personnalités publiques, influenceurs, entrepreneurs dans leur stratégie d'image, Exactement. leur storytelling et leur développement digital. Alors tu sais, la devise de ce podcast, c'est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cet été 2026 ? Bah écoute, déjà merci beaucoup pour cette hyper belle introduction que tu as faite, j'adore. Ose devenir qui tu es, bah, c'est l'histoire de ma vie, j'ai envie de te dire. Moi j'ai toujours su qui je voulais être. J'ai pas eu ce problème-là à l'âge de mes 10-12 ans de me dire, ou même l'âge de mes 16-17 ans, tu sais, quand tu vas voir la conseillère d'orientation, j'ai toujours su que je voulais être producteur, que je voulais faire partie de ce milieu du show business, mais je ne savais pas trop dans quoi. C'était la vidéo qui m'attirait, mais c'était inné, quoi, c'était en moi. J'adore parce que Lucas Malode, c'est vraiment l'expert en storytelling, le personal branding. Et en même temps, petite confidence, avant de commencer cette interview, il s'est déchaussé. Il s'est mis pieds nus au sol. En chaussettes, pas pieds nus. C'est pas pareil. Mais je trouve, ce détail ultra intéressant parce que À ça ce point-là parle bien, ancré sur terre. Un parcours loin d'être écrit, une enfance modeste, un départ rapide dans la vie, professionnelle. Raconte-nous ton enfance, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Nice, sur la Côte d'Azur, avec ma mère et mon père. À l'âge de mes 10 ans, mes parents se séparent. Donc je me retrouve avec ma mère. Bon, mon père était là, hein, mais je vivais avec ma mère. Dans un studio de 20 mètres carrés ? Ouais, même 20 pas, mètres 15, carrés. je pense 15 mètres carrés. Très petit, ouais, avec T'avais ma quel mère. âge ? J'avais 11 ans, je pense, quelque chose Donc comme tes ouais, parents 10, 11 ans. divorcent, Mes parents divorcent, ma ta mère. maman se retrouve dans un studio. Exactement, avec moi, avec un enfant à charge, donc qui était moi. Et là, ma vie, elle bascule parce que je passe d'une grande maison, parce que moi, quand mes parents étaient ensemble, mon père avait les moyens, tu vois, à un petit studio. Alors, tu sais, pour un enfant, c'est dur parce que tu changes de repère, t'as plus ta chambre, t'as honte d'inviter tes amis à la maison parce que c'est petit. Enfin, c'est totalement une vie qui change, quoi. Quel genre de maman était ta mère ? Ma mère, bon, elle est toujours en vie. J'ai encore ma mère et j'en suis très fier. Ma mère, elle s'est toujours occupée de moi. J'ai jamais manqué de rien. Je pense que j'ai grandi dans l'amour, tu vois. Elle venait me chercher tous les soirs à l'école, elle s'occupait de moi. On parlait beaucoup, on parlait de tout. J'étais hyper à l'aise avec ma mère. On était très connectés. D'ailleurs, je suis fusionnel encore avec ma mère, je l'appelle tous les jours. Je l'appelle entre 2 et 3 fois par jour, même là, hein. On s'appelle tout le temps, tout le temps. Et ouais, ma mère et moi, j'ai jamais manqué d'amour. On a manqué d'autres choses, d'argent, de moyens, d'autres choses. Et je t'en parlerai plus tard. Enfin, tout à l'heure, tu vas comprendre aussi. Mais j'avais une relation hyper fusionnelle avec ma mère. D'ailleurs, plus fusionnelle avec ma mère qu'avec mon père. Papa chef d'entreprise. Ouais, papa chef d'entreprise. Lui, il est dans l'adoucissement, le traitement de l'eau. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Il a créé son entreprise. J'ai toujours vécu entre cette bascule, on pourrait dire, pour le coup, cette bascule entre mon père entrepreneur qui a des équipes, avec des moyens, qui part en vacances, qui vit dans une grande maison, a une belle voiture, et ma mère qui galère et qui a pas d'argent. Et j'ai eu vraiment ce truc-là entre réussir et être dans la merde, en fait. Mais qu'est-ce que réussir aussi ? Parce que tu as des gens
qui n'ont pas les moyens et qui sont très heureux. Donc après, la définition de réussite, elle change aussi avec le temps. Mais quand t'es enfant, toi, la réussite, c'est d'avoir des beaux habits, le dernier iPhone. Enfin, tu sais, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, c'est avoir Quand les tu moyens. penses à ça, quelle émotion te vient en premier? Quand je pense à quoi? À ça, à cette vie avec ta maman dans un 15 mètres carrés, et puis ce paradoxe entre l'opulence de la vie de ton papa et celle de ta maman. Je pense à... Bah déjà, je pense à une phrase que je dis tout le temps, l'argent n'achète pas l'amour et l'amour n'achète pas l'argent. Je sais pas si les deux sont... En tout cas, moi, je pense que l'argent et l'amour sont totalement deux choses différentes qui se mélangent pas. Et avec ma mère, comme je te disais, j'ai vécu dans l'amour, donc je retiens une très belle, en vérité, je retiens un très beau souvenir de mon enfance. Puis j'habitais à Nice. C'est pas comme si tu Au vis dans un 10 soleil. mètres carrés à Paris dans un HLM ou non, là t'es à Nice, tu sors de chez toi, tu vas à la plage, t'es quand même sur la Côte d'Azur, tu vois. Donc j'ai Ah, pas, la vie est plus belle au bah oui, soleil. tu vois. On n'avait pas d'argent, mais on était quand même heureux parce que bah, on était à Nice. Et puis moi, j'ai jamais manqué de rien. C'est-à-dire, j'ai toujours été quand même gâté par mon père, tu vois. Mais par contre, même dans le choix de mes cadeaux, par exemple, à Noël, je demandais un ordinateur ou alors une caméra. Je demandais pas un jeu vidéo ou quoi, tu vois. Je demandais vraiment des trucs qui aujourd'hui me servent encore. C'est ça qui est drôle. Quel était ton rêve quand tu étais enfant? T'avais des rêves? Ouais, Tu j'avais des rêves. imaginais des choses? Bah déjà, j'imaginais pouvoir... déjà, quand j'étais petit à cette époque, je voulais pouvoir aider ma mère, tu vois. Et comme j'étais petit, bah t'as pas de pouvoir, en fait, quand t'es petit. Aujourd'hui, je l'aide, tu vois. Donc c'est une réussite pour moi. C'est pour ça que la réussite, après, quand tu grandis, tu comprends qu'il y a différentes façons de voir la réussite. Enfin bon, moi, c'était d'aider ma mère. Aujourd'hui, je l'aide. Et elle m'aide aussi. On s'aide comme on peut. Mais surtout, mes rêves, je dirais, pour moi, mes rêves personnels, c'était de... En fait, j'ai toujours eu une... Tu vois, quand j'étais petit, je faisais des spectacles. Quand on était en famille, c'est moi qui animais tout le temps la famille, etc. Et je me suis dit, cette énergie, alors t'en as qui vont faire du sport pour canaliser leur énergie, t'en as qui vont faire de la méditation. Moi, j'avais besoin d'accompagner des gens, de dire, ok, toi, je vois trop cette vision pour toi. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on mette ça en place. Et même quand j'étais au collège, j'avais des copines, j'étais leur agent. Genre, j'avais un groupe de 10 nanas avec moi, je te jure, j'ai encore les photos, c'est un truc de fou. Et mon rêve, c'était en fait, d'être producteur, mais je ne savais pas que ça s'appelait producteur. Tu connaissais pas le non, métier. mais j'ai toujours eu ça en moi. J'allais dans les portes ouvertes à 13 ans de l'ESRA. C'est une école de cinéma. Ma mère, elle n'avait pas les moyens de me la payer. J'étais passionné. J'allais à toutes les portes ouvertes. Je voyais des fonds verts, des régies. J'étais en mode, waouh, c'est un truc de fou. J'ai toujours eu ce truc-là. C'était mon rêve. Je voulais être dans le milieu de la télé. Voilà, je voulais être dans ce milieu-là. Je me suis dit, c'est mon milieu, faut que je sois là-bas. L'école, ça m'intéresse pas. Est-ce Et que voilà. tu avais des idoles ou des gens qui t'inspiraient, un chemin que tu voulais suivre? Des idoles, j'ai une passion, moi, c'est le chant. J'aime beaucoup la musique. J'aimais beaucoup Beyoncé, Rihanna. J'ai grandi avec ces deux artistes qui m'ont. Je suis fan de ces deux personnalités qui, pour moi, je les ai écoutées depuis petit. Mais dans mon secteur, non, j'avais pas d'idole. Mais je sais que je regardais beaucoup les journaux télé, genre Claire Chazal, et je faisais comme Claire Chazal. Je faisais mes faux journaux du 20h chez moi. Enfin, j'ai toujours eu ce truc-là avec la télé, tu vois. J'aimais, en tout cas, m'exprimer. Incarner un rôle, incarner un personnage. Et j'ai grandi avec le grand journal, avec le journal du 20h, avec Nagui qui présentait ses émissions quand j'allais chez ma grand-mère le mercredi, je regardais. Et je regardais pas l'émission comme tout le monde. Je me disais, mais comment ils font pour faire ce plan-là? Ah, il y a un multicaméra, attends, faut que je m'achète moi aussi une petite régie multicaméra, faut que je fasse la même chose dans ma chambre. Tu sais, j'étais un passionné. Tu vois ce que c'est un passionné? Quelqu'un qui dort pas, qui... Un créateur. Ouais, j'étais un Et ce créateur. qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as cette conscience par rapport à ta maman et les difficultés. Tu n'as pas l'impression que ça t'a fait grandir plus vite que les autres? Oui, C'est-à-dire que bien sûr. ça te responsabilise puisque tu identifies la difficulté de ta maman. Est-ce que c'est négatif ou positif? C'est les deux. C'est négatif sur le moment parce que tu comprends pas pourquoi tu vis cette injustice, pourquoi Kevin, ton pote à côté de toi, lui, il a une grande maison et tout, et toi tu te retrouves dans un studio. Alors là, quand je parle, on dirait qu'il y a que le matériel. Il n'y a pas que le matériel, c'est tout un truc. En plus, les enfants, ils sont méchants, tu vois. Déjà, j'étais gay, je m'assumais pas. En plus, mes parents, ils venaient de divorcer, donc je me suis retrouvé avec ma mère solo. En plus, tu mens. Tu mens sur ta vie. Tu dis pas que tu habites dans un... Tu sais,
les enfants, ils sont méchants. Je me rappelle de cette méchanceté au collège. Moi, j'ai vécu mal mon collège parce que les gens, les gamins, ils sont méchants entre eux, tu vois. Et pour répondre à ta question, c'est négatif, mais aujourd'hui, c'est tellement positif pour moi. Je me suis relevé et j'ai 24 ans. Je suis à la tête d'une société. 24 ans. Ouais, 24 ans. Ouais, je suis né en 2002. Et ça m'a, bien sûr, quand tu vois ta mère galérer et t'as 15 ans, t'as 13 ans, tu te réveilles vite. Tu te dis, ah ouais, la vie, elle est dure en fait. C'est pas comme ça. Est-ce que tu avais confiance en l'avenir? Oui. Ah, j'ai toujours eu confiance en l'avenir. Ah oui, moi, je me suis jamais laissé abattre. Putain, c'est la merde. On va souffrir. Non, moi, j'ai toujours été positif. Et je pense que le positif attire le positif. Et j'en suis même sûr. C'est même pas je pense. Je sais que quand tu visualises quelque chose. D'ailleurs, je te fais une petite aparté, une petite anecdote. Des fois, je suis au bureau, dans mon bureau. Et tu sais pas pourquoi tu passes une mauvaise journée. Et il faut absolument que tu trouves. Je te donne un exemple. Tu sais, quand tu as une boîte, tu as un objectif de chiffre d'affaires et tout. Et tu dis aujourd'hui, il faut trouver tant. Tu les trouves pas. Et tu sais pas pourquoi 2 jours après, il y a quelqu'un qui arrive ou il y a quelque chose qui arrive. Tu es trop content. Mais tellement que tu y crois, tellement que tu visualises, tellement que tu es sûr de toi, ben, ça marche. Et ça, je l'ai toujours appliqué d'ailleurs. La première bascule, justement, c'est une rencontre Oui. insolite. Insolite. Sur Ça, on peut une le dire. plage. Tu avais quel âge? J'avais. Non, pas sur une plage. C'était Ah. pas sur une plage. C'était dans un point soleil. Mais on est. Ok. C'est un peu la même chose. Soleil, Voilà. J'avais quel âge? 15 ans. 15 ans. Dans un Raconte, point. raconte. Bah, en fait, moi, je regardais à l'époque les anges de la télé-réalité. C'était de mon âge, hein, j'avais 15 ans. C'était divertissant. Et il y avait une fille qui s'appelait Jazz, qu'on connaît tous, hein, Jazz des anges. Et en fait, cette femme-là, donc moi, à cette époque, je vais avec ma meilleure amie faire des UV dans un point soleil à 15 ans. Comme on a fait tous quand c'était Comme la on a mode. tous fait. Je vais faire mes UV. Et dans ce centre d'UV à Nice, je vois Jazz. Et je la reconnais. Je me dis, mais putain, mais c'est Jazz des anges. Est-ce qu'on peut faire une photo? Tu vois, je lui demande, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble et tout? Elle me dit, mais bien sûr et tout. Et derrière cette femme, Jazz, il y a une femme qui s'appelle Magali. Et qui est en fait Magali Berda, que tout le monde connaît aujourd'hui, voilà. Mais à l'époque, personne ne la connaissait. C'était une femme qui était dans les assurances. D'ailleurs, elle a eu son cabinet d'assurance qui avait coulé. Enfin, elle était, je crois, dans la merde à cette époque. Et fatalité, je parle plus avec Magali qu'avec Jazz. Et Magali, elle me dit, bah écoute Lucas, est-ce que tu sais faire des logos? Je lui dis, bah bien sûr. Elle me dit, est-ce que tu sais faire des vidéos, des plaquettes, enfin tu sais, des petits documents PDF pour des petites, on appelle ça des kits médias aujourd'hui. Et j'ai commencé comme ça avec elle. Et en fait, elle me donnait, elle avait même pas son agence de candidats de télé-réalité. Et elle me dit, j'aimerais créer une agence où on va gérer des candidats de télé-réalité. Et la première, c'était Jazz. La magie des rencontres. Ce jour-là, dans ce point soleil, c'était le premier booking que Magali elle a fait. Le premier, en fait, comme si on disait le premier contrat. C'était la première fois qu'il y avait un contrat d'établi entre une marque, qui était le point soleil, et l'influenceuse Jazz. Et en fait, donc à ce moment-là, elle me dit, est-ce que tu sais faire des logos, etc. Je lui dis, bah bien sûr. Et elle me dit, bah écoute, fais-moi un logo, j'ai besoin de créer une boîte, je vais l'appeler Shona Evans. Et je lui dis, bah bien sûr, donc c'est moi qui fais le logo Shona Evans. Après, je commence à faire des trucs pour elle. Et au final, pendant 1 an, on se calcule plus trop. Moi, je reprends l'école. Et je fais un bac pro communication. Et dans ce bac pro, tu as des stages à faire. Tu sais, les stages de 2 mois. Ces fameux stages de 2 mois, non rémunérés. Et là, je me dis, mais il faut absolument que ce stage-là, je le fasse avec Magali. Et je voyais que ça commençait à prendre les influenceurs, les candidats de télé-réalité, les placements de C'était produits. vraiment au tout début. Ah oui, j'étais là. Parce que quand même, tu es en train de nous raconter que tu as rencontré Magali Berda dans un point soleil À Nice. Et qu'elle venait de terminer son travail dans les assurances et qu'elle n'avait pas encore créé son agence. Non, elle n'avait pas créé son agence. Et que c'était le début. D'ailleurs, avant le placement de produits, on bookait des influenceurs. On parlait même pas d'influenceurs, on parlait de candidats de télé-réalité. On bookait des candidats de télé-réalité dans des boîtes de nuit, dans des bars à chicha. C'était iconique. Ouais. Et là, tu as 15 ans. Et là, j'ai 15 ans. Donc, de mes 15 ans à 16 ans, je la calcule pas trop. À 16 ans, je rentre en bac pro. Je fais mon stage de 2 mois à ses côtés. Je la rappelle. Gratuitement, évidemment, c'est un stage non rémunéré. Bah moi, j'allais la voir. Bah, tu sais, je vais te raconter cette histoire. Je toque à son bureau. J'ai regardé l'adresse de la société sur isociété.com parce qu'en fait, j'avais pas le bon numéro. Donc, en fait, j'avais plus son contact.
Et je toque et je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec Magali. C'était pas vrai, hein. J'avais inventé un mytho. Et je dis, L'audace. l'audace. Et je pense que c'est pas bien de mentir, mais dans certaines circonstances dans la vie, il faut savoir pousser quand même. Et je dis j'ai rendez-vous avec Magali. On m'accueille. Et Magali, là, elle voit, elle débarque. Elle me dit oui, bonjour, vous êtes. Je dis bonjour Magali, bah, je recherche un stage de 2 mois. C'est pas rémunéré, direct moi. Je savais parler au patron. C'est pas rémunéré, mais je suis au taquet, je suis un bon élément. Et elle savait pas que j'étais le jeune qu'elle avait rencontré Oh, waouh. dans le Point Soleil à Nice, 1 an. Parce qu'entre-temps, j'ai la barbe qui a poussé. Elle m'a pas reconnu en fait. Elle a su 2 mois après. Et en fait, en 2 mois, je rentre dans son agence et là, ça commence. Tous les mois, on évolue. Le chiffre d'affaires, il augmente. On passe de, je sais pas moi, 50 000 euros de chiffre d'affaires à 200 000, 300 000. La première année, on fait 800 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, je crois qu'on fait 5 millions. Enfin, truc de fou. Et là, tu as toujours 16 ans. Et là, j'ai toujours 16 ans. Ouais, ouais. Sauf que là, ce qui se passe, Soledad, c'est qu'à l'âge de mes 16 ans, moi, j'ai école. Donc, au bout de mes 2 mois, je dois retourner à l'école. Et moi, je veux pas retourner à l'école. Parce qu'entre-temps, j'étais avec les Marseillais, j'étais avec Nabila, et je me suis dit, mais je peux pas aller à l'école, moi. Ça y est, mon rêve, Mais c'est mon j'ai dream. des parents. Ah ouais. Et du coup, faut annoncer Comment à papa et maman. convaincre les parents? Bah moi, ma mère, elle voulait pas, c'était hors de question. Et mon père, qui est entrepreneur, il m'a dit, mon fils, l'école, tu peux la reprendre quand tu veux. Vas-y, c'est une opportunité. Je vois que tous les matins, tu te lèves à 7h du matin, t'es au taquet, tu y vas. Et en l'espace de 2 mois, en fait, Magali, elle me donne pas des responsabilités de stagiaire. Elle me donne des responsabilités où je commence à négocier des contrats. Je commence à partir avec elle en avion à Paris. Je fais des allers-retours. On va même en Allemagne un jour négocier un contrat avec Hello Body. Enfin, en fait, ma vie, elle change. Et je me dis, mais là, je me lève le matin, je fais ce que j'aime, donc c'est normal. Mais je voulais plus retourner à l'école, moi. Mais comment un jeune garçon de 16 ans trouve l'énergie, l'audace d'aller à la rencontre de marques, de négocier des contrats? C'est Magali qui t'a tout appris ou c'était inné Je chez pense toi? que, alors, il y a 2 choses. Moi, déjà, j'ai pas, dans ma vie, j'ai pas peur. C'est-à-dire, tu peux m'emmener là Emmanuel Macron devant moi, je vais lui parler normal. J'ai toujours eu ce truc-là d'être à l'aise avec les gens. Quoi que tu es, qui tu es, j'ai pas ce problème-là. Déjà, c'est une barrière limitante que tu casses déjà. Donc même quand le jour où je vais rencontrer Magali pour dire que j'ai ce fameux rendez-vous, j'ai pas peur, Mais j'y d'où vais elle te comme ça. vient cette confiance pour tous ceux qui nous écoutent? Tu disais tout à l'heure que petit, tu n'assumais pas d'être gay, que tes parents avaient Bah, divorcé. quand j'ai commencé à Shona Evans, j'assumais toujours pas d'être gay, hein. Moi, ma première année, j'étais salarié pour Magali et j'assumais pas. Personne savait. Je me cachais encore, hein. Mais comment, avec tant de peur, d'obstacles, de frustration même, tu as su avoir cette confiance en toi? Parce Tu que joues j'avais un pas. rôle, c'est Non, quoi? parce que j'avais pas le choix. En fait, je voulais m'en sortir. Je voulais montrer que je suis là, que j'existe, que t'as besoin d'exister en fait quand t'as tout perdu, quand t'es avec ta mère. Je te dis, tu passes d'une maison, tu passes d'une vie de fou à plus rien. T'as besoin de réexister. T'as besoin de te dire, ok, maintenant dans la vie, je m'affirme, je suis là, j'existe. Ok, j'accompagne ma patronne, je vais négocier un contrat. C'est T'as- ton ADN, en C'est fait. de l'ego. Je pense que c'est mon ego qui a poussé le truc, mais au final, l'ego, c'est bien et c'est pas bien. Mais là, moi, pour moi, ça a été bien parce que ça m'a boosté très rapidement et tu prends confiance. Quand tu commences à avoir des gens qui te disent, des influenceurs à l'époque, qui me disaient non, mais Lucas, t'es génial, merci pour mes plannings. Parce que moi, au début, je faisais tous les plannings de tous les influenceurs. Genre, je disais, ok, Nabila, elle a 3 placements de produits par jour, faut pas qu'elle poste une marque de beauté, le lendemain une marque de beauté. Donc j'appelais la marque de beauté, je disais ok là il y a un concurrent la veille, c'est pas crédible pour l'image. Et donc les influenceurs ils me remerciaient. Ils me disaient mais merci Lucas, merci, c'est au top, t'es carré, etc. Donc tu prends confiance d'année en année. J'ai pas eu la confiance que j'ai maintenant, je l'avais pas quand j'avais 16 ans. Mais je pense que c'est parce que bah, j'avais pas le choix. En fait, je voulais m'en sortir. Quels sont les talents qu'il faut avoir pour réussir à cadrer un agenda, communiquer avec des marques partenaires, communiquer avec ses influenceurs? De l'assurance. Rien que ça. Être quand tu parles avec quelqu'un, même là je te parle en face, il faut que tu sois confiant, il faut que tu aies confiance en ce que tu dis, faut que tu sois vrai aussi. Je pense que l'authenticité, tu mens pas, tu joues pas un rôle. Ah, Tout à l'heure, ça te parle bien, ça. Ah bah ouais. C'est bien toi, l'authenticité. Ouais. Tout le monde me le dit, mais je sais que je suis quelqu'un d'authentique, je joue pas un rôle, je dis j'oublie pas d'où je viens, je suis authentique. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris, j'étais assez surpris de tous ces gens-là. Tu sais, à Paris, il y a ce truc-là d'image où tout le monde joue un rôle, tout le monde se prend pour je sais pas qui, alors que les gens sont personne en fait. Et moi, je suis arrivé, je viens du Sud. Enfin, je pense qu'il faut être vrai, authentique, organisé.
Alors ça, c'est indéniable, l'organisation. Il faut être très organisé. Moi, je suis très exigeant, même avec mes équipes. Je leur dis, OK, je veux que le drive, il soit comme ça. Je veux que ce soit comme... En fait, l'organisation, c'est là où tu réussis, tu vas plus loin. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre comme conseil Oh, c'est déjà pas mal, je pense. Et là, c'est une ascension de dingue. Ça a duré 10 ans? Non, 7 ans de 7 ans. salariat. Mais 7 ans de folie. Ah oui. Parce qu'il y a eu un moment, Magali Berda, qu'on salue et qu'on aime. Ouais. Ça a été vraiment la papesse. Tout le monde voulait la rencontrer, tout le monde voulait l'inviter. Ça a été, elle était... Je vais parler de maintenant. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est une escroc. Tout le monde, excuse-moi du terme, mais lui chie à la gueule clairement sur les réseaux sociaux, etc. Alors, il y a eu des choses qu'elle a faites que t'es pas bien, évidemment. Elle le sait. Je pense qu'elle assume ses responsabilités. Mais je pense que oui, à un moment donné, tout le monde l'adulait, tout le monde était autour d'elle. Et c'est parce qu'elle a rendu déjà des gens très, très riches financièrement. Elle a pris des candidats de télé-réalité, elle a su créer un business, un modèle économique pour monétiser ses réseaux sociaux. C'était la première à le faire. Hein. Moi, quand j'ai démarré avec elle, il n'y avait pas d'agence d'influenceurs. On était les premiers. Maintenant, tu as des grosses agences à Paris très connues, etc. Mais nous, on était les premiers. Et oui, Magali, moi, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, est-ce que c'est Magali qui t'a tout appris? C'est deux choses. J'avais cette assurance innée qui est en moi. Mais je pense que oui, elle m'a appris à avoir du culot. J'avais un peu de culot, mais elle m'a appris à défoncer les barrières. Et tu vois, tous ces coachs de vie qui t'apprennent. Moi, ça a été mon mentor, en fait, je pense, pendant des années. Et j'étais avec elle 24 heures sur 24 dans son bureau. J'avais pas de bureau. J'étais avec elle dans son bureau tous les jours, pendant 7 ans. Et je pense que ça m'a appris. À quel moment tu as compris que tu pouvais jouer dans une cour plus grande? Parce que malheureusement, tu as accompagné Magali jusqu'à son moment où tout devient difficile. Comment ça se termine? Et j'étais même là justement dans les moments difficiles, hein, quand il y a eu l'affaire Booba avec les influenceurs, j'étais encore à ses côtés. Mais à un moment donné, alors je suis parti pour deux raisons. Déjà parce que je ne supportais plus cette affaire Booba, pour moi ça me dépassait. J'en avais marre d'être insulté d'escroc, même moi, parce que quand tu bosses avec quelqu'un qui est insulté d'escroc, tu es un escroc aussi. Donc j'en avais marre pour mon image personnelle. J'en avais aussi marre d'être salarié. Je voulais briller de moi-même. Alors, pas marre d'être salarié, parce que tu peux être salarié et heureux toute ta vie. Mais j'avais tellement d'ambition que ça dépassait le cadre de... Parce que, je vais te dire un truc. Tu peux être un salarié, avoir une famille, partir en vacances tous les ans, être très heureux. Faut arrêter. Il y a ce truc-là maintenant où il faut être entrepreneur. Les gars, moi, je suis moins libre depuis que je suis entrepreneur que quand j'étais salarié, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc... Je suis parti par rapport à cette affaire-là et parce que je voulais produire des vidéos, etc. Et Magali, elle pouvait pas m'offrir ça, en fait, parce que déjà, elle allait pas bien. Elle a fait une dépression. Elle se nourrissait plus. Elle était au bout de sa vie. Hein. Moi, je l'ai vue, elle s'enfermait dans une chambre. Elle mangeait. C'était horrible. Elle se nourrissait au Coca Zéro toute la journée. Moi, je suis parti pour plein de raisons, mais je pouvais plus supporter tout ça. Donc, je l'ai quittée du jour au lendemain. Et elle m'a pas payé pendant 3 mois. Donc, j'étais salarié, mais pendant 3 mois, j'ai pas eu de salaire. Je lui ai dit, écoute Magali, je te ferai jamais de prud'homme, parce que tu m'as toujours tout appris. Tu m'as appris quand j'avais 16 ans. Par contre, je vais monter ma boîte. Ah, je lui ai dit, la loyauté d'ailleurs. Ça, c'est une qualité qu'il faut avoir. Je lui ai dit, je vais monter ma boîte et je vais signer certains candidats de télé-réalité. Mais je lui ai dit, bon, elle m'a lâché un vu quand je lui ai dit ça, mais elle m'en veut pas, je pense, aujourd'hui, tu vois. Au contraire, elle est fière de moi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tu t'occupes de sa stratégie de communication. Exactement. Elle et tant d'autres. Quelle est la rencontre qui a vraiment changé la trajectoire de ta vie? Écoute, moi donc je quitte le salariat, je commence avec Laura Lampica, qui est ma première cliente. Donc ma première facture que j'ai fait d'ailleurs dans mon logiciel de facturation, c'est Laura. On commence à faire une vidéo YouTube et on voit que ça cartonne. Donc je lui développe sa chaîne YouTube. On sort une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, et on commence à faire de l'argent avec la YouTube Money, donc avec l'argent de YouTube. Et en plus, je commence, comme j'ai l'expérience, je prends des marques et je monétise, donc ce que je sais faire hein, depuis des années. Et en fait, je vais voir les marques et je leur dis, ok, on va pas faire un placement de produit normal. Vous allez intégrer une vidéo YouTube avec un vrai projet, avec un vrai concept. Au lieu de prendre son téléphone et faire une story, écoutez, vous avez moins 10% grâce à mon code promo, je me suis dit,
on va prendre ce modèle, mais on va aller beaucoup plus loin. La marque, elle va payer pour quelque chose. Elle va pas payer uniquement pour un placement de produit, elle va payer pour un projet, pour une émission, pour un talk, pour un truc beaucoup plus puissant. Et c'est ce que j'ai fait avec Laura. Et ça a marché. Après, j'ai signé Jessica et Thibaut. Après, il y a des gens qui sont venus à moi, notamment Noémie Mabelleux, Aneya, enfin plein de candidats de télé-réalité. Et la rencontre qui a changé, je pense, ça a été celle avec Christina Cordula. Christina Cordula, que j'aime, mon Que amie. tu connais en Mais plus. oui. L'anecdote avec Christina Cordula, elle est folle. Ouais. Le moment où il faut avoir les épaules solides. Raconte. À l'époque, je produis une émission pour Léa Djadja, donc qui est la femme de Black M et qui est surtout animatrice sur M6 dans Incroyable Transformation. Et là, c'était mes premiers clients hors télé-réalité. Je commençais à signer des gens de la télé que j'amenais sur le digital. Donc, je signe Léa Djadja, je produis une émission qui s'appelle Authentique. Et dans cette émission, on reçoit Christina Cordula en invité. Et Christina, elle me dit, donc elle s'intéresse à moi en fait pendant le tournage. Elle me dit, mais Luca, qu'est-ce que tu fais toi, Luca? Et je lui dis, moi j'ai mon agence de production, je fais des vidéos, etc. Elle me dit, moi je veux me lancer sur YouTube. J'ai rencontré tout Paris, Webmedia, toutes les agences, et j'ai pas trouvé la bonne personne. Et moi je lui dis, si tu veux, on peut se faire un rendez-vous. Moi je suis très motivé. Et... Là, tu as 23 ans. Ouais. Et tu viens de créer, enfin non, ça faisait combien de temps que tu avais créé ML Production? Ça faisait 1 an. Un an, Ouais. tout juste À 22... un an. Ouais, exactement. Et je lui dis, si tu veux, on peut se faire un rendez-vous. Elle me dit, ok, pourquoi pas. Les mois passent, genre 2-3 mois. Et un jour, je vais dîner avec un mec que je connais de l'influence qui s'appelle Enzo. Et ce mec-là, on va dîner ensemble dans un resto à Paris. Et il me dit, mais écoute, ma mère, elle veut se lancer sur YouTube et tout. Je lui dis, oui, mais elle a quel âge ta mère? Il me dit 60 ans. Je lui dis, ouais, mais tu sais, à cet âge-là... Attends. Je lui dis, écoute, je sais pas. Il me dit, mais tu sais, c'est qui ma mère? Je lui dis, non. Il me dit, c'est Christina Cordula. Je lui dis, mais c'est pas possible. Ta mère, c'est Christina. Mais je l'ai rencontrée dans un tournage. On s'est déjà parlé et tout. Il me dit, mais arrête. Je lui dis, mais je te jure. Et en fait, ce mec-là qui s'appelle Enzo, qu'on embrasse. Il a une plateforme qui s'appelle Woolskill, qui est formidable, qui met enfin bref. Et en fait, moi je le connais de l'influence, mais je ne sais pas que sa mère c'est Christina Cordula. Et il me dit, écoute, si. Et je lui dis, mais il faut absolument qu'on fasse ce fameux rendez-vous, on devait le faire. Et en fait, il me met en relation avec sa mère. Et j'arrive au Péninsula, c'est là où l'anecdote est sympa. Et moi, je m'attends à faire un rendez-vous avec Christina Cordula et son fils. Et là, j'arrive, il y a un avocat, il y a son agent, il y a sa community manager, il y a 30 000 personnes. On est au Péninsula. Bon, et le rendez-vous me fait pas peur, mais je me dis, waouh, il faut que j'affronte tout ça là. Et en fait, l'authenticité. Je leur dis la vérité. Voilà, je suis né à Nice. Bon, je rentre pas dans le détail de ma mère, etc. et tout, mais je leur dis, voilà, je suis né à Nice, j'ai travaillé avec Magali pendant 7 ans, j'ai beaucoup appris. Ça fait 1 an que j'ai ma société de production. Moi, contrairement aux autres agences, donc là, je défonce les concurrents. Je leur dis, moi, contrairement aux autres agences, j'ai pas 30 talents, j'en ai que 3. Donc, je pense que je m'occuperai beaucoup mieux de vous. Enfin, tu sais, j'ai des arguments qui sont vrais, tu vois. Et je pense qu'elle a aimé mon authenticité. Et je reçois un appel 2 jours après de Christina en personne qui me dit, ok, Luca, on va essayer, on fait 6 mois de test. Waouh. Et du coup, là, on signe pour 6 mois. Ensuite, on renouvelle, on signe pour 1 an. Et puis, on renouvelle. Et là, on a encore re-signé. Enfin, voilà, maintenant, elle est dans mon agence. Ça cartonne. Tu as trouvé des partenariats de dingue, des partenariats commerciaux. D'ailleurs, à cette époque, pour la petite anecdote, j'espère qu'elle écoutera pas ça. Non, c'est pas grave. Elle me dit, mais Luca... Donc, en fait, donc on fait le rendez-vous. Et elle me dit, Luca, moi, je paye pas. Je lui dis, mais comment ça, tu payes pas? Elle me dit, non, Luca, c'est les marques qui financent. Et moi, je lui dis, oui, mais il y a peut-être une partie... parce que moi, mes influenceurs, ils me payaient, en fait, pour faire du YouTube. Et elle me dit, non, il faut trouver des marques. Et sans donner de montant, parce que c'est confidentiel, elle me dit, moi, minimum, il me faut tant. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais j'ai jamais signé un contrat à temps. Ça m'est jamais arrivé. Et là, tu as 2 solutions. Soit tu dis, malheureusement, je sais pas si on va pouvoir s'entendre. Ou soit tu rassures la personne en face et tu lui dis, mais bien sûr, je vais te trouver ce contrat. La parole est créatrice. Combien d'entrepreneurs La parole est créatrice. Ça. Ouais. Combien d'entrepreneurs disent, oui, t'inquiète pas, je gère. C'est du bluff. J'adore. Mais le bluff, il faut l'assumer derrière. C'est pas je mens,
et puis je vais sur TikTok le soir. Non, je mens, mais par contre, je rentre chez moi et je me casse la tête et je me dis, il faut que je trouve ce contrat. Il faut que je le trouve. Et Parce Lucas que sinon... Malotte travaille 24 heures sur 24 sans relâche. Ça, c'est vrai. Je travaille beaucoup. Et tu rentres chez toi, tu te mets à Et je bosser rentre chez comme moi, un dingue. Je me dis comment il faut que je trouve les contrats. Donc, je me dis, il faut que j'aille taper dans les grandes marques. Amazon, Peugeot, tu sais, des marques genre qui font des contrats à des millions d'euros sur M6. Je me dis, ils ont des millions d'euros pour donner à la télé. Ils peuvent me donner un petit billet pour le digital, pour ma chaîne YouTube avec Christina. Et en fait, ça marche. J'arrive dans mon équipe, j'avais 2 personnes à l'époque qui travaillaient pour moi, et j'avais 2 stagiaires. Donc j'avais 4 personnes, 4 cerveaux. Et je leur ai dit, les gars, je viens de signer Christina Cordula. Mais si on la garde, il faut qu'on trouve des marques, des sponsors, mais des très gros sponsors, high level, high ticket. Et je donne le tarif et tout le monde n'y croit pas. Et moi, j'ai l'énergie, je leur dis, si les gars, on va trouver. Et en fait, je leur dis, on démarche tout le monde. Et on envoie des mails. Et on tombe sur Peugeot qui nous fait confiance. Et on signe le contrat avec Peugeot pour la première vidéo. Et c'est là où tu dis tout est possible parce qu'en fait, on a réussi. Après, on commence à faire un contrat avec Amazon, après Trade Republic, après ça s'enchaîne, tu vois, il y a de plus en plus de sponsors et ça marche bien. Tu sais pourquoi j'avais absolument envie de te recevoir? Parce que tu me fascines. 24 ans, tu es à la tête de ML Productions. Tu viens d'acheter combien de mètres carrés là en studio? Alors là, je suis encore en location, mais j'ai fait beaucoup de travaux. C'est pour ça que tout le monde pense que j'ai acheté. On a 300 mètres carrés de studio. Ouais. Combien d'espace d'enregistrement? On a 4 studios. Donc, on a un studio d'enregistrement podcast, audio, voix off. On a 3 studios de création de contenu. Donc, un grand studio qui fait presque 100 mètres carrés où on crée des contenus, des décors personnalisés pour des émissions, des créations de contenu. Ça peut être du podcast, mais ça peut être un TV show, etc. Et on a 2 studios podcast avec des décors modulables qui changent complètement. On est... ML Productions. Alors, ce qui est drôle, c'est que tous ceux qui te suivent sur les réseaux avec toutes ces célébrités se disent ouais, il a réussi. Mais derrière ça, derrière ce travail en tant que chef d'entreprise, il y a des risques financiers. Tu as des salariés, tu as acheté énormément de matériel. Je connais tes studios et c'est bluffant. La décoration, enfin, c'est vraiment. À la déco, c'est Jessica. Je l'adore. Je l'embrasse d'ailleurs. C'est vraiment vertigineux. Tu dors parfois? Oui, je dors quand même. Là, cette nuit, j'ai dormi quand même. Je dors, mais... Tu vois, là, par exemple, je pars à Djerba avec ma mère dans quelques jours, mais je sais que je vais pas avoir des vacances comme tout le monde, en mode mon cerveau reposé. Parce que j'ai toujours la pression en tête. C'est ça que les gens qui sont pas encore entrepreneurs ne comprennent pas. C'est que tu penses, quand tu vas devenir entrepreneur, que tu vas être plus libre, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que tous les mois, je sais pas, il y a des gens qui ont des charges fixes à 10 000 euros par mois, il y en a qui ont 50 000 euros par mois. Bref, tous les mois, moi, je dois sortir une certaine somme, pas pour me payer à moi, déjà pour payer tout le monde. Et après, si je peux, je me paye. Bon, aujourd'hui, je me paye. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est une charge. Ce qui est fascinant, c'est que tu es un expert en personal branding, mais version 2026. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris avec Magali Berda, aujourd'hui en 2026, tu as une expertise fine, intelligente et éthique. C'est-à-dire que tu sais gérer les réseaux sociaux et l'image de façon éthique. Oui, c'est hyper important pour moi. L'éthique des choses. Moi, déjà, le respect, tu vois, rien que ça, la relation avec mes clients, s'il y a un manque de respect, je ne tolère pas, j'arrête la collaboration. L'éthique, c'est la base. Et je ne produis pas n'importe qui. Aujourd'hui, j'ai la chance de choisir mes clients. Quelqu'un qui va faire des choses qui ne me plaisent pas ou des actions qui ne me plaisent pas, je ne vais pas le produire. Je n'ai pas envie de lui donner de la force. Et les réseaux sociaux, il y a un véritable danger. On a bien vu le lynchage de Magali Berda, oui. Mais d'autres lynchages, c'est l'harcèlement, le cyberharcèlement. Le harcèlement, cette hystérie collective. T'as peur de ça? T'y penses parfois? Je l'ai vécu à ses côtés à l'époque, donc oui, j'ai peur, ça fait peur quand toute la France est contre toi, tout le monde te traite d'escroc, et toi, t'as beau pleurer sur tes réseaux, on va prendre la vidéo où tu pleures et on va dire, regardez, elle joue la victime. C'est de pire en pire et tu peux pas t'en sortir. Le seul moyen, t'as l'impression, c'est de te suicider, en fait, clairement. Mais non, moi, personnellement, j'ai pas peur de ça parce que l'erreur qu'a fait Magali et que je ne ferai pas, c'est répondre aux gens. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui m'harcèle, je répondrai pas. Et je pense que quand tu réponds pas, la personne, à un moment donné, elle s'épuise. Comment rester authentique tout en ayant une stratégie? Waouh, elle est pas mal cette question, j'adore. C'est totalement mon modèle. Comment rester vrai, authentique en ayant une stratégie?
Moi, je travaille avec des personnalités, tu l'as mentionné, donc des gens qui sont déjà connus, qui ont déjà une notoriété. Et je travaille aussi avec des entrepreneurs qui, eux, sont entrepreneurs. Ils ne sont pas influenceurs, ils ne sont pas personnalités publiques. D'ailleurs, quand je les mets devant une caméra, c'est la première fois qu'ils sont devant une caméra en général. C'est vraiment. Et l'authenticité, moi, j'ai mes petites techniques. Quand j'enregistre mes contenus avec eux, déjà, la première étape, c'est que je vais essayer de comprendre leur modèle. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils entreprennent? Comment ils le font? Comment ils s'entourent, quelles sont leurs fables, quelles sont leurs faiblesses, quelle est leur histoire. Je me sers de leur histoire. C'est ça le storytelling, c'est l'histoire de la personne. Et ensuite, moi, je vais monter avec ma journaliste, ce qu'on appelle un copywriter journaliste. On va monter une stratégie et on va écrire des scripts très, très impactants. Et avec ces scripts-là, on va en créer des contenus sur les réseaux sociaux. Sauf que si tout est scripté, c'est pas naturel. C'est ce que tu disais, t'as pas l'air authentique. Donc, j'ai des stratégies que je mets en place dans mes studios pour faire parler les entrepreneurs face caméra très naturellement et les mettre à l'aise. Et j'ai un truc que d'autres n'ont pas, c'est ce don-là depuis que je suis petit, où je mets à l'aise les gens, où les gens ont confiance en moi. Même Christina, elle me l'a dit plusieurs fois, elle m'a dit « Non mais Luca, t'as ce truc-là, t'as... » En fait, je pense que mon talent, on a tous un talent, encore faut-il le connaître, mais moi je le connais très bien maintenant, mon talent, c'est d'être une bonne personne de confiance qui met à l'aise. Et ça, quand tu es producteur, ok, c'est toi qui ramène l'argent, qui négocie les contrats et tout, mais au-delà de ça, j'ai ce truc-là à mettre les gens à l'aise. Et quand la personne elle est à l'aise avec moi, elle est vraie, et du coup je la fais parler. Et après, c'est en post-production que tout se passe, où je vais me dire, ok, ça c'est impactant, ça c'est le hook, il faut le mettre au début, parce que dès les premières secondes, il faut être impactant sur les réseaux sociaux, on va en parler de façon des stratégies, je vais te donner plein de tips si tu veux, mais en fait, il y a plein de malheureusement, et heureusement d'ailleurs, tout le monde crée du contenu sur les réseaux. En tout cas, beaucoup de personnes. Donc, il faut, dès les premières secondes, être impactant. Et comment être impactant? Comment susciter de l'attention, de l'intention aussi d'ailleurs? Il y a des techniques. Donc, je fais un mélange entre l'entrepreneur qui est très naturel et que j'arrive à faire sortir des trucs que même lui... D'ailleurs, des fois, j'ai l'impression d'être thérapeute. Tu sais, je les fais parler et tout. Et en plus, j'apprends, je me nourris de ce qu'ils me disent, toutes ces anecdotes. Ça aussi, c'est intéressant. Je grandis, en fait, tu vois. Mais c'est vrai. En fait, moi, des fois, j'ai des experts qui gèrent... je sais pas, j'ai une femme qui s'appelle Yosra, que j'embrasse, qui est ma cliente. Elle accompagne des dirigeants qui font que des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et elle me donne des techniques gratuitement, sans même le vouloir. Et je me nourris de ce qu'elle me dit. Et elle le sait, on en parle ensemble. Hein. Et en fait, à la fin, je crée des contenus qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et après, on met en place une stratégie de diffusion avec Manon, qui est avec moi dans mon équipe et qui, elle, va vraiment gérer toute la distribution des contenus. Enfin, il y a tout un truc. Il y a plusieurs services dans mon agence, mais... Il semblerait que le talent ne suffit plus, on le sait, avec les producteurs cinéma, ils veulent souvent des gens bankable, comme Oui. on dit, avec de l'audience. On le sait dans le milieu de la musique, c'est plus comme avant où une maison d'édition va investir sur toi. Non, il faut déjà que tu existes sur les réseaux sociaux. Bref, le personal branding, le storytelling est incontournable et il faut travailler. Le talent donc ne suffit plus, il semblerait, mais qu'est-ce qu'on dit à un artiste, un sportif qui débute et qui pense ne rien avoir à raconter? C'est pas évident. Je connais beaucoup d'artistes, je pense à Matisse encore, qui est dans la comédie musicale, mais qui n'a pas cette audace de se mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde, c'est Qu'est-ce vrai. que tu pourrais dire à un artiste, un chef d'entreprise, par où ça commence? Comment on fait pour oser? Déjà, la première chose, c'est que tout le monde a une histoire. Tout le monde a quelque chose à raconter. Maintenant, est-ce que tu veux le raconter ou pas? Tu as des gens qui te disent, moi, je vais pas m'afficher sur les réseaux sociaux. Il y a ce terme-là, afficher. Non, c'est pas t'afficher. En fait, ce que je leur dirais à ces artistes ou ces entrepreneurs qui n'ont pas encore compris l'importance de mettre en avant leur expertise et ce qu'ils font, c'est qu'à l'époque, on faisait de la communication avec les cartes de visite, on faisait de la communication avec le bouche à oreille, qui existe toujours, hein, je te rassure. On faisait de la communication avec une publicité qu'on payait dans un magazine. Aujourd'hui, les temps ont changé. Aujourd'hui, le CV, il est sur Instagram, il est sur LinkedIn, il est sur TikTok. En fait, juste les moyens de communication ont changé. Donc, il faut s'adapter. Et moi, la marque personnelle, déjà pour redéfinir ce que c'est, mon travail, c'est de prendre le génie d'un entrepreneur et de le mettre en avant sur le digital. Mais t'es pas obligé de raconter ta vie perso. Tu peux raconter des anecdotes sur ton travail. Tu peux raconter des vidéos éducatives en apprenant des choses aux gens. Tu peux donner en fait de l'espoir, de la vision et surtout des conseils aux gens gratuitement. Et les gens s'attachent à toi, Soledad, ou alors moi, Lucas. Moi, les gens qui viennent, qui me contactent aujourd'hui, je te montrerai mes DM tout à l'heure,
J'ai des gens qui me disent Hello Lucas, j'adore ce que tu fais, il faut qu'on s'appelle. Mais ils disent pas Hello ML Production, j'adore ce que vous faites. Non, Hello Lucas, je suis l'image de ma société. Je représente ma boîte. Et c'est exactement mon modèle. Mais il y en a qui sont contre mon... Enfin, il y en a qui réfléchissent pas de la même manière et qui au contraire veulent se détacher de leur société et veulent, L'Oréal. Il n'y a pas tout le temps la famille Billancourt qui est derrière. Non, c'est L'Oréal professionnel. Ils sont... T'as des sociétés qui veulent se détacher. Moi, je prône le contraire. Je pense que c'est hyper intéressant d'investir en toi parce que c'est ta personne et quoi que tu fasses, les gens te suivront. C'est d'ailleurs ce que fait Lena Situation. Lena Situation, à chaque fois qu'elle sort un produit, il est bankable parce que les gens, ils s'attachent à elle et ils ont une confiance en elle qui est énorme. Donc à chaque fois qu'elle va faire un truc, elle va ouvrir un hôtel dans Paris, elle va marcher. Elle va faire une marque de vêtements, elle va marcher. Elle va faire une marque de matcha, elle va marcher. En fait, tout ce qu'elle va faire, les gens vont la suivre parce qu'elle a une image personnelle, elle a une marque personnelle qui est hyper forte. Pour toi, ça semble ultra naturel parce que tu as cet ADN depuis enfant. Ouais, et c'est mon métier. Mais tu sais, révéler sa véritable nature, trouver sa singularité, c'est pas donné à tout le monde. Donc quand tu reçois une personnalité, un artiste, qu'est-ce que tu mets en place? Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui vont se dire, mais moi j'aimerais bien, mais de quoi je vais parler? Comment aller puiser dans son véritable soi? Déjà, il faut du temps. Moi, mes clients qui parlent avec moi, ils ne parlent pas seulement 1 heure. Des fois, on peut se mettre une après-midi. Alors, j'ai des coachs business qui me disent « Mais Lucas, c'est pas scalable. Je veux dire, toi, ta place, elle n'est pas là. Il ne faut pas que tu passes du temps. » Tu sais, tous ces gens-là qui sont experts en business et qui te disent « Lucas, toi, ta place, tu es chef d'orchestre. Tu ne dois pas être dans l'opérationnel. » Oui, mais en fait, mon métier, je suis artiste. Les talents, c'est mon talent que je mets à disposition pour les gens me payent, hein, t'inquiète pas pour ça. Mais je veux que ce soit moi qui le... Alors après, peut-être que les choses vont évoluer. Je vais avoir... des équipes, j'ai déjà des équipes, mais je veux dire des gens qui... Parce que moi, la stratégie, c'est moi qui l'a fait encore avec mon copywriter journaliste, mais c'est moi qui l'a... J'ai la vision, tu vois, pour tous mes talents, et j'ai 10 entrepreneurs chaque mois. Donc c'est beaucoup de boulot. Bref, comment je fais? Je passe du temps avec la personne déjà. J'essaie de la comprendre ses failles, essayer de rentrer dans elle. Comprendre ce qu'elle a envie de faire. Pourquoi tu veux aujourd'hui te montrer sur les réseaux, ou pourquoi tu ne veux pas. En tout cas, quel est ton objectif? Ah ben moi, j'ai une marque, je veux vendre mes produits. Ok, est-ce que tu veux incarner ta marque? Oui, très bien. Comment le faire? De quoi on va parler? Est-ce que tu as une histoire? Ah putain, mais ton histoire perso, elle est vachement... En fait, et en réalité, c'est ça. Tu fais jamais rien sans rien. En fait, à chaque fois... Moi, par exemple, la vidéo, c'était ma passion depuis petit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon métier. Tu as toujours quelque chose qui te relie à ce que tu fais. Donc, se servir de l'histoire perso, se servir de ton histoire dans ton entreprise, se servir de tout ça et créer du contenu. Mais ma devise... c'est de ne pas passer, c'est-à-dire tu ne verras aucun de mes talents, aucun de mes clients passer pour le jeune entrepreneur qui a réussi et qui est donneur de leçons. Ou alors le coach qui te vend ses formations horribles sur Instagram et TikTok. Non, nous on est dans l'authenticité, on veut créer du bon contenu qui soit inspirant, qui soit impactant. Et c'est ça qui me démarque. J'ai beaucoup moins de talent peut-être que mes concurrents, mais en revanche le travail qu'on fait, il est très lisse, il est très authentique. Il n'est pas forcément toujours lisse, mais il est vrai en fait, il est vrai. On dit des vraies choses, on dit des choses où les gens se reconnaissent et c'est ça qui va impacter. Et je veux vraiment être le plus impactant possible pour mes clients et je veux que mes clients le soient sur leurs réseaux sociaux. Quelle erreur d'image vois-tu souvent chez les jeunes talents, les artistes, les chefs d'entreprise? Genre le truc à bannir qu'il faut surtout pas faire. Le truc à ne pas faire, c'est jouer un personnage. Parce qu'en fait, moi je suis très fort, hein. J'ai fait 7 ans de théâtre, je peux jouer un personnage si j'ai envie. Mais le naturel, il revient toujours au galop. Donc en fait, quand tu as compris ça, tu as compris qu'il fallait être toi-même en fait. Parce que si tu joues un personnage, par exemple, je pourrais parler comme ça, tu vois, me donner un petit air. Mais en fait, à un moment donné, je vais pas tenir dans la journée. À un moment donné, tu vas me voir en face et tu vas me être dire... vrai. Être vrai, revient, être reconnecté à toi. J'adore. Et moi, c'est ce qui m'a d'ailleurs... quand j'ai signé Christina, je pense que j'ai réussi à la signer parce que j'étais vrai. Il faut pas jouer un personnage. Et ça, dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux. Tu as des gens qui s'inventent des vies sur les réseaux. Tu as des gens... Tellement. Mais qui le matin fait une morning routine tous les matins avec son petit matcha Alors oui, tu le fais, mais des fois tu renverses du lait sur la table ou alors des fois, enfin, c'est pas toujours parfait, tu vois. Et puis c'est fake et ça marche même plus ce genre de contenu au final. On a envie ça marchait en 2017 avec Enjoy Phoenix, mais ça marche plus du tout, tu vois. Aujourd'hui, on veut voir le lait qui tombe, on veut voir la vraie vie. Ton tu craquage où tu manges toute la tablette de chocolat. Mais exactement. Allez. Mais oui, on veut voir tout ça et c'est exactement à ne pas faire. Il faut pas jouer un personnage, il faut être vrai. Je pense que ça c'est la clé.
TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat. Ça fait beaucoup, hein. LinkedIn. Ah, mon Dieu! Quelle est la plateforme incontournable? Il n'y en a aucune. Ok, donc faut être sur toutes? Alors, en fait, ça dépend. En fait, par rapport à ce que tu vas faire et ce que tu veux, par rapport à la stratégie qu'on va mettre en place, sur LinkedIn, ça va être du contenu un peu plus autorité, beaucoup plus professionnel, je dirais. Sur TikTok, c'est pour aller chercher de l'audience, parce que sur TikTok, c'est beaucoup plus facile de se faire connaître. Sur Instagram, c'est une image qui est un peu plus lisse. Tu vois, TikTok, moi j'appelle ça du contenu poubelle. TikTok, on peut très bien, moi j'appelle ça du contenu poubelle, on peut très bien être dans sa salle de bain en train de se maquiller et poster ça sans montage, sans rien. Et c'est ok, ça passe. Sur Instagram, il y a un travail qui est beaucoup plus construit, parce qu'il y a de l'image, il y a de la direction artistique. En fait, chaque plateforme a son audience, entre guillemets. Et je pense que oui, faire du multicanal, c'est génial. Mais encore faut-il déjà être concentré sur un canal. Donc le conseil que je donnerais, c'est quand tu veux te lancer sur les réseaux, déjà commence par un réseau social avec lequel tu es à l'aise. Donc ça peut être Insta, TikTok ou LinkedIn. Commence avec un, gère-le bien. Et une fois que tu as lancé la machine et que ça fonctionne bien, tu commences à aller poster sur d'autres réseaux. Mais commencer tout d'un coup, c'est une bêtise. À moins que tu te fasses accompagner comme quelqu'un, comme un expert comme moi, parce que nous, on connaît notre métier, donc on est capable de faire de la diffusion multicanal. En tout cas, il n'y en a pas un qui est meilleur que d'autres. C'est plus YouTube, ça va être plus du format long. Alors là, ils ont lancé YouTube Short il y a quelques années, mais c'est plus du format long YouTube. Donc on va plus dans la profondeur d'un sujet. LinkedIn, on parle aux professionnels, aux entrepreneurs. T'as rarement des jeunes de 16 ans sur LinkedIn, tu vois, faut pas se mentir. Quand tu vas chercher un travail, tu vas pas sur TikTok, tu vas plus sur LinkedIn. Donc voilà, t'as chaque réseau, en fait, chaque algorithme, chaque personne doit avoir sa cible sur un réseau. Par exemple, moi, je marche sur Instagram et je marche pas sur TikTok. Mais sur Instagram, c'est là où mes leads, c'est là où les gens viennent me contacter. Par contre, ma cliente Yosra, par exemple, elle va plus fonctionner sur LinkedIn. Ou alors ma cliente Hélène, elle va plus fonctionner sur TikTok. En fait, c'est en postant que tu t'aperçois quel est le réseau qui te convient, en fait. Combien de temps faut-il accepter de construire avant de voir des résultats? Je pense 6 mois. 6 mois. Ouais. Au bout de 6 mois, tu commences à construire une audience, une communauté. Au bout de 6 mois, c'est pas mal. Au bout de 2 mois, c'est trop tôt. 3 mois, c'est trop tôt. 6 mois, tu commences à poster des stories, tu commences à avoir des followers, tu commences à créer du contenu où les gens se disent ah ben, tu vois, tu sais, parce que sur les réseaux sociaux, ce qui marche, c'est la vidéo. Tu scrolles et tu tombes sur Soledad, par exemple, et tu te dis ah, elle est pas mal. Puis 2 jours après, tu retombes sur elle, et là, tu vas peut-être aller voir son profil. Et puis la 3e fois, tu vas peut-être t'abonner. Et c'est ça que tu construis. C'est comme ça qu'on construit une communauté. Et je pense qu'en 6 mois, tu as le temps de créer du bon contenu, tu as le temps d'explorer ce qui fonctionne, ce qui marche pas, réajuster. Il y a aussi ce truc-là. Oui, mais moi, ça marche pas, je suis pas faite pour les réseaux. Ben non, c'est parce que viens, on poste pendant 1 ou 2 mois, on voit ce qui marche, ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne, on l'exploite, ce qui fonctionne pas, on l'arrête. Et c'est comme ça que tu construis, que tu deviens de plus en plus fort et de plus en plus solide. Mais il faut tenir. Quelle habitude quotidienne peut changer une carrière artistique? Artistique ou entrepreneuriale ou sportive? La rigueur. La rigueur. Lucas Malode, tu imagines que toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont artistes, chefs d'entreprise, qui ont envie de se lancer dans une carrière, vont vouloir te solliciter. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il est fondamental, essentiel, incontournable de travailler son storytelling et son personal branding. Mais est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Est-ce que, je ne vais pas te demander combien ça coûte parce que je connais ton travail et je sais que c'est du sur-mesure, mais est-ce que tout le monde a accès à ça ? Oui, tout le monde. Parce que tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Donc tout le monde peut créer du contenu. Donc c'est accessible à tout le monde. De se payer mes services. Moi quand j'ai démarré tu sais, quand j'ai démarré le personal branding et facturé ça à mes clients, j'avais même pas moi les moyens de me payer mes propres services. Tu t'es déjà posé cette question, si toi, tu as les moyens de te payer tes services ? Moi, j'avais pas les moyens. Bon, maintenant j'ai les moyens, mais quand j'ai démarré ML Production, j'avais même pas les moyens de me payer les services que je proposais à mes clients. Et en fait, j'avais pas les moyens, mais je travaillais déjà mon personal brand. C'est-à-dire, je postais du contenu. Et là, je sais ce qu'ils vont me dire, les entrepreneurs. Même moi, je suis pas influenceur. Mais, mon chéri, tu n'es pas influenceur, oui. Mais en fait, si tu ne le fais pas, ton concurrent, il va le faire. Une esthéticienne, regarde, prends 2 esthéticiennes qui font des ongles, par exemple. Elles sont expertes. Les 2, elles sont pareilles, au même niveau. Il y en a une qui va poster ses créations avant-après sur Instagram. Il y en a une qui va jamais poster. Qui va avoir le plus de clientes aujourd'hui ? Celle qui va poster. Parce que la nana qui veut faire ses ongles, elle va sur ChatGPT ou elle va sur TikTok ou elle va sur Insta. Elle va plus sur Google ou elle va plus dans le journal voir... tu vois, à un moment donné, il faut vivre avec son temps. Donc,
Donc c'est une obligation d'être sur le digital, c'est ce que je dis. Moi, des producteurs comme moi, il y en a plein. Mais moi, je suis peut-être dans le top 10 des producteurs à Paris ou en France qui se montrent et qui montrent. Moi, quand Christina, je travaille avec elle, il y a un caméraman que je paye qui me filme que moi en train de produire Christina pour mettre en avant ça. Et tout le monde le sait et c'est OK. C'est ma communication. Et ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Mais j'ai besoin de ça pour survivre. Et OK, peut-être t'as pas les moyens de te payer un cadreur. OK, t'as pas les moyens d'avoir un beau décor. Mais dis-moi, tant que tu as un téléphone et que tu peux faire de la prise de parole, crée du contenu, commence comme ça. Sois vrai. Et après viendra la stratégie, viendra le temps où tu peux te payer des services d'experts. Mais tout le monde peut créer du contenu. Pour faire ton métier, il faut beaucoup d'amour. Et derrière tes talents, il y a beaucoup d'amour. Tu es là, tu les pousses. Moi, j'aime bien parler de développement collectif que tu incarnes. Tu nous as parlé de façon ultra authentique. J'ai beaucoup aimé cette interview parce qu'il y a l'éthique qui revient. Tu nous as parlé de tes frustrations d'enfance. Tu as parlé de ne pas assumer d'être gay. À quel moment, ça y est, tu t'es assumé pleinement ou est-ce que tu es encore en plein travail ? Je pense que je suis encore en plein travail parce que je manque de confiance en moi physiquement parce que j'ai pris beaucoup de poids. Donc j'ai encore ce travail-là. En tout cas, dans le travail, je commence à être de plus en plus épanoui, plus en plus aligné avec moi-même. Je sais ce que je vaux. Je connais la valeur de mon travail. J'ai plus le syndrome de l'imposteur du tout. J'ai pas peur d'annoncer mes tarifs. J'ai pas peur de... Donc là-dessus, je pense que je suis sur la bonne voie. Après, le côté perso, c'est un peu plus dur parce que, comme je te dis, donc j'ai perdu confiance en moi suite à une relation amoureuse qui m'a détruite. Mais tu vois, c'est pas pour autant que j'ai lâché tous mes projets pro. D'ailleurs, ça, c'est un vrai conseil. Dans ta vie, tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir un mec qui te fait la misère. Tu peux avoir... ça va parler à beaucoup de monde. Tu vois ça, il y a beaucoup de gens qui vivent des catastrophes en couple. Bon, il y a beaucoup de gens qui vivent le bonheur aussi, attention. Mais... t'as beau avoir n'importe quel problème, même avec ta famille, avec tes propres parents, avec ta tante, avec n'importe qui, il faut jamais se laisser déstabiliser. Il faut toujours avoir un objectif et le suivre. Il n'y a que ça qui te tiendra. C'est beaucoup plus puissant que les antidépresseurs et toutes ces conneries-là. Parce que, alors ces conneries-là, attention, il y a des gens où ça les aide. Des fois, tu vois l'authenticité. Tu dis tu contrôles pas ce que tu dis. Mais pour moi, c'est plus avantageux de se concentrer sur un truc que t'aimes que prendre des antidépresseurs. Voilà, suis ta voie. Et moi, mon travail, ça m'a sauvé. Au-delà du financier et tout ça, ça m'a sauvé parce que j'étais un passionné. Et tous les matins, je savais pourquoi je me levais. Et malgré mes problèmes que j'avais dans ma vie perso, avec mon couple et tout, ben, il a jamais réussi, mon ex en tout cas, à me faire douter de moi dans mon travail. Et ça, c'est un truc qui est fort, tu vois. Et je pense que ça devrait parler à tout le monde. Lucas Malode, merci pour cette conversation, merci pour parler vrai, raconter les failles. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'une carrière ne se construit pas uniquement avec du talent. Elle se construit avec une vision, une histoire, une identité et le courage de se montrer tel que nous sommes vraiment. Allez, montrez le matcha qui se renverse. Allez, montrez ce craquage. Parlez vrai. Parce qu'avant que les autres croient en vous, il faut apprendre à croire en ce que vous êtes capable de devenir. Et toi, Lucas Malode, avec ML Productions, tu es là pour nous donner la vision, pour nous permettre de nous rencontrer nous-mêmes. Merci d'avoir été avec nous sur la bascule et de nous avoir raconté ta bascule à toi. Merci à toi.